Donc, bienvenue à vous pour cette rencontre avec Sarah, que je remercie infiniment d'avoir accepté de venir à l'ESP de Besançon. Donc, elle est en quelque sorte rompue à l'exercice, mais se prête très fraîchement à la conversation toujours neuve avec des gens qui découvrent son œuvre. Alors, certains d'entre vous connaissez cette œuvre d'auteur-illustratrice. Sarah est également artiste. Elle vient du graphisme à l'origine. On verra si on a le temps d'en parler ou pas. Elle est particulièrement, elle a une forme, un style, comme on parle du style d'un artiste, particulièrement reconnaissable, mais ce n'est pas seulement ça qui caractérise son œuvre, qui est le style des papiers déchirés. Donc je vais l'enlever pour que, voilà, pour pas gêner la vision, mais j'en ai mis un en exergue ici. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient de l'amphi, on n'a pas préparé de PowerPoint, donc on a beaucoup de livres à vous montrer, on vous les montrera de loin et vous aurez l'occasion à la fin de venir les voir, mais on essaiera quand même de vous en montrer le plus possible. Et pour poursuivre en fait une conversation engagée lors d'une première rencontre avec étudiants et enseignants ce matin, nous avons décidé de converser plutôt que d'être dans une conférence, mais Sarah va s'emparer très largement de la parole. Alors je voudrais reprendre le fil de là où nous nous sommes interrompus ce matin, qui est peut-être justement le fil qui est celui que vous aviez envie de suivre dans cette journée sur les maternelles. C'est que Sarah réalise principalement des albums sans texte. Pas uniquement, mais beaucoup d'albums sans texte. Et donc, ce matin, elle nous a confié la réticence même des éditeurs, ce qui est assez étonnant parce qu'il nous semble dans notre pratique que l'album sans texte est devenu quelque chose de très important, même dans le paysage éditorial, hein, pas seulement dans les pratiques pédagogiques. Et elle a témoigné auprès de nous de la réticence de certains éditeurs, à publier des albums sans texte. Et voilà, on pourrait reprendre là peut-être sur cette idée à défendre de la fonction, enfin plutôt de la puissance narrative de l'image que vous défendez depuis toujours dans votre travail. Alors pour revenir sur effectivement, je continue sur ce matin en fait. Mais vous allez voir, vous allez tout réentendre. Enfin. Oui, j'ai... Oui, non, mais en fait, on rebondit, si vous voulez, on tire le fil, mais on va reprendre toutes les idées de ce matin, mais d'une autre façon. Simplement, c'est une connivence entre nous, je suis désolée, parce que c'était pour éviter que Sarah ne se répète de façon un peu désagréable. Mais ne vous inquiétez pas, on le sait, donc on va retirer tous les fils, mais dans un ordre différent. Voilà, je vous en prie. Alors, pour continuer sur la force de l'image et l'image sans texte, je vais d'abord poser quelque chose sur l'image donc ou l'album sans texte plus exactement. Pour moi, il y a plusieurs sortes d'images. Il y a des images qui vont être très descriptives, et donc ces images descriptives vont parler, vont être en fait une transcription imagée d'un écrit ou d'une pensée ou d'une parole. Et puis il y a les images évocatrices. Une image évocatrice, ça va vous mettre dans cette idée que vous n'allez pas pouvoir précisément identifier ce que représente une image. Et l'exemple que j'ai donné ce matin et que je vais vous redonner là par exemple, c'est que je vous ai tous devant moi. Alors, j'ai deux solutions pour représenter cette salle. Il y en a plusieurs, mais je vais en donner deux. Soit je vais tous vous dessiner exactement, avec les couleurs de vos habits, de vos yeux, de vos cheveux, etc., des tables. Et à ce moment-là, quand on va regarder ce dessin, tout le monde va se précipiter pour se dire ça c'est un tel, ça c'est une telle, regarde quelle robe elle avait, etc. On va vous reconnaître, et on va vous regarder précisément. Donc, et vous avez une deuxième manière de représenter cette salle, c'est par exemple de prendre un papier en papier déchiré, c'est comme ça que je fais, de prendre un papier de la couleur marron, de cette couleur-là, de cette couleur beige, bois, et puis de faire des visages et
évocateur, avec de temps en temps il y aura des cheveux blonds frisés, à d'autres moments il y aura une figure avec des lunettes, mais il y aura quelque chose qui sera semblable, c'est des paires d'yeux qui sont tournés vers la personne qui regardera cette image. Moi, en l'occurrence, pour le moment. Mais à ce moment-là, on ne pourra pas vous reconnaître. Et donc, comment est-ce qu'on va regarder cette image ? Eh bien, la personne qui va regarder cette image, une fois qu'elle sera finie, qu'il n'y aura pas de titre, qu'il n'y aura pas de texte dessous, elle va se trouver en face d'une image et elle va se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se mettre en œuvre à l'intérieur d'elle ? Il va se mettre en œuvre une réflexion, une pensée et surtout une imagination. Il va imaginer tout d'un coup que peut-être il y a un acteur qui va arriver sur scène, ou peut-être que tous ces gens-là sont en train de regarder un film, et peut-être que dans les regards que j'aurais faits, qui seront juste une petite amande blanche avec 2 sourcils et puis un petit iris qui sera juste posé là très légèrement, du coup chacun va croire qu'il voit dans cette scène quelque chose. Et chacun verra quelque chose de différent. Et chacun l'interprétera d'une manière différente. Et donc, moi, c'est cette manière-là que j'aime utiliser pour faire mes albums. Et justement, je disais ça pour répondre à une question qui était posée ce matin en disant il y a beaucoup d'albums sans texte maintenant. Pour moi, il y a une très grande différence entre l'album sans texte qui dessine très précisément, un peu comme les petites bandes dessinées de Snoopy, quelque chose avec ou sans texte, mais où on voit très précisément l'histoire. Et il n'y a pas de texte, mais c'est raconté à la manière d'un texte. Et puis, des images qui vont être évocatrices, comme par exemple, imaginez que vous marchiez dans le Grand Nord, au Groenland, et il y a une tempête de neige, et vous avancez dans ce blanc. Et puis, tout d'un coup, vous voyez une ombre noire. Et donc, vous continuez à avancer en vous disant, enfin, je vais peut-être arriver à ce refuge que je cherche depuis tant d'heures. Et puis, vous continuez à avancer, et en fait, cette ombre grossit. Et au bout d'un moment, vous vous dites, ça va peut-être être un ours. Et à ce moment-là, vous avez peur, et vous imaginez. Et puis, peut-être qu'en arrivant, vous vous apercevez que ce n'est qu'un arbre, et que vous allez encore devoir avancer encore plus loin. Et donc, ça, ce sont des images, c'est cette image-là que j'aime utiliser. C'est-à-dire que ce sont des images qui vont laisser à celui qui va regarder la possibilité de faire travailler son imaginaire, de faire travailler son cerveau et son imaginaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va se raconter ces histoires. Alors, j'ai beaucoup utilisé cette technique au début des albums que je faisais. Je l'ai beaucoup utilisé parce que je faisais une recherche personnelle sur l'image depuis longtemps, puisque je travaillais dans la presse et j'avais besoin de m'expliquer à moi-même ce que c'était qu'une image. Et donc j'ai pris du papier et je l'ai déchiré, et en le déchirant, je me suis rendu compte que je racontais quelque chose. Je racontais quelque chose, et que le papier déchiré, c'était un peu comme une écriture, comme si vous preniez votre crayon et votre stylo, et vous commencez à écrire des lettres, des mots, des phrases, et vous écrivez quelque chose. Et le papier déchiré, c'est la même chose. Automatiquement, simplement par le fait que vous déchirez, donc vous n'êtes pas dans le dessin, vous déchirez et vous posez sur un autre papier. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous pouvez le bouger de place, puisque ce n'est pas collé, ce n'est pas un dessin fixe, c'est quelque chose que vous pouvez bouger. Et vous composez en même temps que vous faites votre album. Donc je pratique ça avec... alors vous me remettez mais je pratique ça quand je rencontre des enfants dans des écoles. Je leur propose cette démarche-là, c'est-à-dire de déchirer du papier et de raconter leur propre histoire. Et
je choisis exprès des couleurs qu'ils ne vont pas trouver dans la nature. Et je choisis peu de couleurs. Donc s'ils ont l'intention de faire la mer, ils sont obligés de s'apercevoir qu'ils n'ont pas le choix d'avoir du bleu. Il n'y a pas de bleu dans les couleurs que je choisis. Ils vont peut-être avoir simplement du noir et du jaune et du gris. Et donc ils vont être obligés de construire le paysage de mer qu'ils veulent avec les quelques couleurs que je leur ai données. Je leur donne beaucoup de contraintes comme ça. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, eh bien, ils vont raconter quelque chose. Ils vont se créer un personnage suivant toutes les contraintes que je leur ai données, puisque je leur en donne beaucoup. Et à ce moment-là, leur imagination, puisque le mot image est compris dans imagination, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de compris dans le mot image, le mot caché, que dans la langue française? Magie. Voilà, il y a le mot magie. Et donc c'est pour ça qu'en France, on a énormément beaucoup de dessinateurs et excellents, connus dans le monde pour ça. Et donc, quand ils vont commencer à raconter leur histoire, vous allez voir qu'ils vont perdre tous les repères qu'ils ont habituellement par leur culture, et les enfants vont raconter. Et ça m'est arrivé de travailler à Bourges dans une école d'application avec une professeure qui avait accepté cette aventure où je venais à plusieurs reprises dans l'année, et nous avons fait chaque enfant a fait son petit album. Et ce qu'elle m'a dit, ce professeur qui était un peu inquiète au début de travailler avec moi, parce qu'elle s'était rendue compte que c'était flou comme mes albums. Et en fait, elle m'a dit après, en fait, ça ressemble. Le fait de donner ces contraintes-là, ce sont les mêmes contraintes que moi je donne pour écrire une petite rédaction. C'est-à-dire des contraintes de lieu, des contraintes de personnages, des contraintes de temps. Donc, elle a refait l'exercice après, en se rendant compte que pour les enfants à qui, quand on donne ces règles-là, ce ne sont que des mots qui ne vont pas forcément écouter, ils vont les entendre comme ça, mais ça ne va rien leur dire. Quand ils l'ont fait en images d'abord, pour eux, ça représente quelque chose et ils sont plus en mesure de faire une rédaction parce qu'ils ont compris, en le faisant, par l'image, de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est une expérience qui a été, pour moi, assez intéressante, parce que je me suis rendu compte de ça, c'est qu'on utilise, c'est que, en fait, de cette manière-là, ce que je pense, c'est que l'image, c'est une langue, comme la langue française, comme n'importe quelle langue, une langue qui a une grammaire et qui a un vocabulaire. Et ce que je pense, c'est que la plupart du temps, on ne la connaît pas, cette langue. Et c'est très difficile à connaître, effectivement, parce qu'il y a une très grande part d'intuition. Il y a une très grande part de culture aussi, d'héritage culturel. Par exemple, le noir va être considéré dans notre société comme la couleur du deuil, alors qu'elle ne va pas l'être forcément. Quand vous vous habillez pour sortir le 31, vous êtes en noir et vous ne pensez pas que vous êtes en deuil, mais on a des tas de représentations comme ça, et voilà, ça permet de les évacuer quand on fait ce genre de travail. Alors je continue sur l'idée du flou, que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas tellement évoqué ce matin. Le papier déchiré, donc c'est ce que vient de vous dire Sarah, au contraire de la ligne claire, c'est une expression de la bande dessinée, hein, du dessin précis, introduit donc un flou, mais introduit aussi, alors ça peut vous paraître subtil, mais ça, vous verrez quand vous vous approcherez des livres, c'est extrêmement frappant, introduit aussi une matière très très forte, une profondeur, un volume, et permet également de travailler sur des notions comme la déchirure au sens presque moral du terme, la faille, la frange, et avec Sarah, le fond et le contenu, en fait le fond au sens de l'histoire racontée et la forme se rejoignent dans le sens où Sarah va explorer des nuances de l'âme humaine, des motifs, des thèmes qui ne sont pas forcément habituellement très représentés dans la littérature de jeunesse, le deuil, le
désir d'aimer à nouveau après justement la perte de quelqu'un, la rencontre de l'autre, le fait de vouloir être aimé, l'amitié possible, la menace, quelque chose, des sentiments un peu impalpables. Et c'est le choix d'une forme qui l'engage en fait. Il y a vraiment une correspondance entre les deux. Alors qu'au départ, c'est né, on peut le raconter peut-être, d'un hasard finalement, le travail sur les papiers déchirés. Alors que c'est devenu une nécessité dans le choix d'histoire que vous faites, qui est hors norme. Enfin, il y en a d'autres, de grands auteurs, illustrateurs, mais on n'est pas dans le choupi. On n'est pas dans fêter son anniversaire, Noël, mon petit chat, etc. On est dans le choix d'histoires très fortes, y compris pour les tout petits, pour lesquels la forme prend un sens également et porte un sens, alors qu'en fait la forme est née presque d'un hasard. Oui, la forme, le désir de faire du papier déchiré est né très clairement du fait qu'un week-end, je n'avais plus de peinture à l'huile. Et donc, c'était à l'époque où les banques fermaient à 4 heures. Donc, si vous aviez oublié de prendre de l'argent, c'était compliqué. Vous étiez obligé de payer par chèque. Il fallait faire des gros chèques. Il n'y avait pas de carte bleue. Et donc, je n'avais plus assez d'argent pour acheter de l'huile ou de l'essence de térébenthine, je ne sais plus. Et du coup, j'ai été regarder dans mes cartons et je n'avais que du papier canson et en particulier du papier recyclé. Et c'est comme ça que j'ai fait parmi mes premiers albums. Donc, je me suis rendu compte, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, comment, avec peu de choses, vous pouviez... je vais vous montrer un petit peu quelques pages. C'est Bateau sur l'eau. Bateau sur l'eau. Vous vous rendez compte que vous pouvez raconter, et vous êtes d'une liberté complète quand vous allez raconter, parce que vous allez, en même temps que vous faites votre album, vous créez votre histoire. Vous choisissez les formes que vous allez faire, et puis une forme que vous avez faite va vous donner l'idée d'en faire une autre. Et vous verrez, si vous vous amusez à le faire avec des enfants, vous verrez, ils s'amusent beaucoup. Et puis je me suis rendu compte en le faisant de la richesse que ça représentait pour moi. Par exemple, pour faire cet album, eh bien, c'est sur un album qui s'appelle Enchaîné, dont je vous raconterai l'histoire tout à l'heure, mais là je voulais juste vous montrer, donc c'est l'histoire d'un chien qui est enchaîné pendant des mois et des mois et des mois et qui aboie de détresse. Donc je faisais là l'illustration d'un texte et non pas un album à partir, comme j'avais fait pour Bateau sur l'eau, à partir de mes propres images. Donc le but a été pour moi, et c'est une manière de vous expliquer un peu comment je travaille, d'installer déjà la pression énorme et le problème dans la chaîne. Et puis la page d'après, eh bien, j'ai installé la vision pour en donner exactement le sens, c'est-à-dire le chien attaché à sa laisse depuis longtemps et qui est écroulé au fond d'une laisse qui est trop grande pour lui, bien sûr. Et en même temps, j'aurais pu, par exemple, faire un zoom, mais moins important, où on aurait vu le chien. Mais j'ai joué sur le contraste de ce gros plan sur la chaîne, parce que c'est pas une laisse, c'est une chaîne, et puis cet animal perdu au milieu, en haut d'un vaste aplat rouge qui me permettait de donner son aspect perdu. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de représenter le chien près de la ferme où il était, puisque c'est dans une ferme, avec la petite casemate dans laquelle il était, alors que le texte parle de ça. Moi, je l'ai simplement mis l'essentiel, c'est-à-dire la chaîne et le chien au bout de la chaîne, son immense masse, et puis avant de le coller, pour prévenir, pour donner ce sentiment, donc c'est l'image qui parle, pour donner ce sentiment de détresse du chien, et ben j'ai utilisé effectivement la déchirure en bas, à droite, qui apporte ce petit déséquilibre que vous, quand vous allez regarder l'album, vous n'allez pas voir, mais qui va créer
ce sentiment de détresse. Pour vous raconter, ça c'est pour vous donner un exemple en quoi l'image, c'est une langue qu'on utilise en suivant des règles et avec beaucoup d'intuition. Pour vous donner un autre exemple de cette manière de faire, je vais reprendre l'exemple de mon petit révolutionnaire. Donc ça s'appelle Révolution. Et c'est l'histoire de petits révolutionnaires qui démarrent avec leur drapeau et qui vont être prisonniers, en fait, attaqués et prisonniers par une armée ou des policiers ou quelque chose comme ça. Et donc cette image que j'ai construite, ça encore c'est pour vous donner les clés de ma manière de construire les images. Eh bien, ce que j'ai cherché à montrer, c'est le petit foulard rouge du révolutionnaire, donc la tache rouge, écrasée par des taches noires. Donc je l'ai construit d'abord physiquement avec des papiers noirs que j'ai installés et la petite boule rouge. J'ai cherché la bonne construction. Et ensuite, simplement, j'ai détouré, enfin, construit mes personnages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche toujours, d'abord dans la construction d'une image, à donner un sentiment et une impression. Ça aurait pu finalement être une image complètement abstraite, du rouge écrasé sous la masse des noirs. Mais c'est construit d'abord de cette manière-là. La plupart de mes albums sont construits comme ça. D'abord de cette manière-là, en masse, et ensuite dans le détail, dans le fait de déchirer des formes. Et vous voyez que mes formes sont essentiellement des silhouettes. Donc, à quoi ça me sert la déchirure? Mais la déchirure, ça me sert à ne pas être perdu par le détail. Je suis obligée de renoncer au détail. C'est une facilité que je me donne, d'une certaine manière. Et en même temps, la déchirure, c'est une déchirure réelle, celle du papier, mais c'est aussi une déchirure intérieure, celle que j'essaye de faire passer, c'est-à-dire la déchirure de l'incertitude, la déchirure qui est celle du cœur déchiré, mais celle de l'incertain aussi. Et pourquoi j'aime bien l'utiliser? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous faites cette déchirure, c'est la faille par laquelle l'imaginaire des gens peut rentrer dans cette image. Justement parce que, pour en revenir à ce que je vous ai dit au début, le dessin n'est pas précis. Donc c'est à votre tour d'imaginer. Et d'une certaine manière, pour mes albums sans texte, mes lecteurs sont co-auteurs avec moi de mes albums. Alors voilà l'histoire d'Enchaîner, oui, parce que je vous avais dit que je vous la raconterais et j'ai oublié. En fait, l'histoire d'Enchaîner, c'est un jour, je rencontre dans un salon du livre l'auteur Valérie Daire, qui a un très beau style, très fort. Peut-être vous connaissez L'Ogresse en pleurs, qui est un autre de ses albums, qui est assez magnifique. Et donc elle me dit, est-ce que je peux t'envoyer un texte? Et je lui dis, tu peux toujours m'envoyer un texte, mais il y a très peu de chances que je fasse des images parce que je préfère faire mes images et si je fais des textes, en général, c'est les miens, c'est rare que je fasse. Je me prévenais, d'une certaine manière, pour pouvoir dire non. Et quand elle m'a envoyé le texte, j'avais vraiment des larmes aux yeux, tellement je le trouvais bouleversant. Et donc, je l'ai appelée aussitôt en lui disant, je vais faire des images pour ce texte. Et elle avait déjà trouvé un éditeur. Elle avait déjà son éditeur et elle appelle son éditeur en lui disant, je vais demander à Sarah si elle veut faire des images. Et il lui avait dit, aucun problème, très bien, je suis ravie. Et puis, quand c'est fini, je lui envoie les images. Et là, il ne dit rien à moi, mais il appelle Valérie Daire en lui disant,
Mais ça va pas du tout, les images de Sarah. Ça va pas du tout. Elle a mis un couteau. Un couteau ensanglanté. Un couteau ensanglanté. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Valérie Daire lui répond, mais il y a un couteau. Je vais vous lire pour vous donner la preuve. Je connais quelqu'un, je ne dirai pas qui l'a libéré, l'a serré dans ses bras, a chuchoté de pauvres mots pour consoler, a planté le couteau là où il fallait, sans faire mal, s'est persuadé que le chien souriait. Et donc Valérie Daire lui dit, mais moi je parle de couteau. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'expérience avec cet éditeur, donc on a fait le livre avec un autre éditeur que celui-là, c'est que lui avait lu le texte, il avait lu le texte avec son cerveau pensant. Moi, très important, c'est les deux cerveaux. Et quand il avait lu ce texte avec ce couteau, ça ne lui avait pas posé de problème. Ça ne lui avait pas posé de problème. Il n'avait pas enregistré le couteau. Il l'avait lu, mais ça n'avait rien fait. Quand il l'a vu, le couteau ensanglanté, à ce moment-là, il a compris le problème. C'est-à-dire qu'il a ressenti. Ça lui a provoqué des émotions. Parce que l'image s'adresse au cerveau émotif. Et c'est à ce moment-là simplement qu'on commence à savoir ce qu'on a ressenti. Alors qu'un texte, en fait un texte peut être très émouvant aussi et peut raconter admirablement, mais un texte peut couler sans qu'on soit atteint par le texte. Alors que dès que vous faites les images, vous replongez dans le sensible. Et c'est-à-dire que dès que vous faites des images, et c'est très intéressant, par exemple, de travailler avec quelqu'un, quand vous faites texte et images ensemble, et que la personne écrit le texte et qu'on travaille, ça m'arrive de temps en temps, ensemble, c'est très intéressant, c'est que des mots, moi, m'évoquent des images, et l'auteur, pas forcément, ou pas celle-là. Et puis, on se rend compte aussi que quelquefois, l'auteur va dire des choses qui ne sont pas transposables en image. C'est-à-dire qu'une hésitation, par exemple, là, je suis en train de travailler sur une BD avec quelqu'un, et il y a une hésitation de quelqu'un à un moment qui va, qui vient, qui hésite. Et en fait, en BD, c'est immontrable, cette hésitation. Vous ne pouvez pas montrer quelqu'un qui ne parle pas et qui hésite à parler. Il y a des choses, il y a des petits détails que vous ne pouvez pas montrer. Et quand je travaille avec les enfants, ça m'arrive souvent qu'on se trouve, et même avec les grandes personnes, d'ailleurs même encore plus souvent avec les grandes personnes avec qui je fais ces ateliers, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a des idées, mais qui sont immontrables. On a un peu le même problème au théâtre, par exemple, ou au cinéma. C'est-à-dire que quand vous faites un film ou quand vous faites une pièce de théâtre, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, le texte qui a été écrit n'est pas traduisible au théâtre, puisque vous ne pouvez pas faire rentrer quelqu'un par la gauche et qu'en même temps, il ne soit pas là, par exemple. Vous êtes obligé de suivre des règles. Il ne peut pas rentrer par la droite en même temps. Vous êtes obligé de suivre des règles. Mais pour l'image, c'est la même chose. Et donc, il y a quelque chose de très concret, en fait, dans l'image. Et donc, cet éditeur-là, avec lequel d'ailleurs je n'ai jamais travaillé, eh bien, il était uniquement dans son cerveau et il n'était pas en mesure de comprendre l'émotion que lui provoquait une image. J'aurais pu ne pas mettre de couteau, mais on parlait de couteau, c'était l'occasion de mettre cette scène extrêmement violente qui était pour moi le clou du livre, puisque c'est un livre sur le meurtre, une euthanasie en fait qui se veut bienveillante. Ça pose 1000 problèmes. Donc c'est un livre très violent. Je voulais juste qu'on enchaînait avec cette idée-là, parce que ça pourrait sembler, pour vous, opposer le texte qui était suggestif, puisqu'il y a une ellipse du meurtre,
l'homme serra, on ne vous dira pas qui, serra la bête contre lui et planta le couteau en voulant se persuader que le chien souriait. Donc, il y a une ellipse du meurtre quasi totale, tandis que l'image le montre. Mais le travail de Sarah ne consiste pas à faire des images explicites. Là, c'était au contraire, elle jouait du contraste. Et j'aimerais bien que vous nous donniez un exemple, au contraire, parce que c'est tout votre travail justement de papier découpé, qui ne va pas dans le détail, qui stylise, donc qui simplifie pour symboliser, des images soit polysémiques, soit ambiguës, parce que c'est plutôt cela vers quoi vous travaillez. Ce matin, vous nous avez parlé de la couleur dans Éléphant, oui. Par exemple. On pourrait peut-être voir ça, c'est un des grands livres de Sarah, Éléphant. Et donc, voilà, pour pas que vous pensiez que le travail de Sarah vise à faire des images qui seraient explicites, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Alors, oui, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de comprendre comment les images sont construites. Pour construire une image, en fait, j'utilise ce que j'appelle les calques Photoshop. Mais au lieu que ce soit les vrais calques Photoshop sur ordinateur, c'est des calques mentaux, en fait. Mais imaginez, vous voyez ce que c'est que les calques Photoshop? Pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, mais ça existe dans d'autres logiciels, quand vous allez faire une image, vous allez, par exemple, vous allez vouloir mettre ce micro en photo et vous allez vouloir me mettre derrière. Eh bien, vous allez pouvoir me mettre sur un calque, vous allez pouvoir mettre le tableau derrière et le micro devant. Et puis, à un moment, vous allez faire aplatir l'image et ça fera une image. Donc, tout le monde peut utiliser ce procédé. Eh bien, moi, j'appelle ça le système du calque Photoshop parce que j'utilise des idées comme ça. Enfin, je vais, par exemple, dans cet album qui commence avec un petit éléphant qui va se trouver perdu au milieu de la forêt. Donc j'ai choisi mes couleurs qui sont du bleu et du vert pâle, des couleurs assez éteintes. Et pour faire mon petit éléphant, j'ai attendu longtemps jusqu'au moment où j'ai trouvé chez un marchand de la rue du Cherche-Midi à Paris, un monsieur dont le magasin s'appelle Patachine et qui vend des assiettes qui viennent et des pots qui viennent de Shanghai, de la poterie qui vient de Shanghai ou de la porcelaine. Et il emballait ces assiettes que j'avais achetées dans un papier d'emballage qui ressemble à la peau d'éléphant. Et donc, je lui ai commandé des feuilles. Et donc, 6 mois après, ils sont venus en bateau avec 10 feuilles pour moi, 10 grandes feuilles de papier d'emballage. Et je me suis rendu compte en l'ayant entre les mains que c'était pas tant du papier d'emballage que de l'agglomérat, de poussière, de paille, de papier d'aluminium qui avait été broyé et rassemblé dans une colle. Donc c'est du papier d'emballage à bas coût. Et donc ça a été très difficile à déchirer. En fait, c'est pour ça que je l'ai souvent entouré d'un petit trait noir au fusain pour lui redonner un peu de forme parce que ça se dilue, en fait, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et donc j'ai construit mes premières pages comme ça. Et puis au début, donc on voit les parents éléphants, le petit éléphant, et puis le petit éléphant va se retrouver tout seul au milieu de... C'est comment ça d'ailleurs? Voilà, il va se retrouver tout seul au milieu de la forêt. Les enfants qui lisent cet album comprennent très bien ces 3 premières pages de l'enfant qui s'est perdu dans la forêt. Et puis on tourne la page et là on aperçoit des arbres rouges. Immédiatement, du fait que c'est une couleur qui est très violente par rapport aux couleurs très éteintes du reste des pages, à ce moment-là, vous voyez un enfant, au quart de tour, il réagit à cette couleur. Hein. Et mais il ne pense pas encore. Il réagit. Et quand on tourne la page, il aperçoit les loups rouges. Donc, moi, j'ai utilisé le procédé d'Hitchcock, là, qui annonce toujours un crime. C'est-à-dire que vous avez peur avant qu'il se passe quoi que ce soit, parce que vous avez compris qu'il y aurait un crime qui va se passer. Mais j'ai utilisé exactement cette méthode. C'est-à-dire que je crée par le rouge
l'inquiétude. Et ensuite, simplement, je montre l'objet de cette inquiétude. Et ce qu'il y a d'amusant quand les enfants m'en parlent de ça et qu'ils veulent me le décrire, parce qu'ils veulent me décrire leur émotion, des petites maternelles, hein, eh bien, ils sont là en train de me dire ils n'arrivent pas à faire la différence entre les arbres rouges ou les loups rouges. Mais pour eux, ils ont fait l'analogie, ils ont fait le système Photoshop. Ils ont compris d'un seul tenant comment j'avais procédé. Donc voilà un de mes procédés. Donc vous voyez que c'est énormément de manipulation de mes lecteurs. Hein. Je manipule les émotions de mes lecteurs. À peu près les mêmes formats. Oui, voilà. J'ai 1000 manières différentes de procéder. Mais la matière du papier et les couleurs sont très très importants. Mais ce qui est très important aussi, c'est l'atmosphère dans laquelle je suis à un moment où des couleurs ou des personnages que j'ai envie de représenter. Par exemple, j'ai fait des contes pour les éditions du Genévrier, de Blanche-Neige ou Barbe Bleue, et j'ai mis beaucoup de temps à trouver mes couleurs. J'ai cherché pendant très longtemps. Ou cet album-là, par exemple, c'est sur Venise, donc j'avais si les chats de Venise, j'avais trouvé toute une gamme de papiers pour travailler, et puis j'ai découvert tout d'un coup des papiers qui avaient été faits par un fabricant du sud de la France, et donc j'ai mis de côté tout ce que j'avais trouvé, et j'ai racheté ce papier qui me semblait qui me semblait être... Ah oui, on n'entend pas les questions des gens. Ah, le micro pour les gens. Oui, continue. Donc l'importance du papier est énorme pour moi, hein, ça c'est certain. Voilà, c'est... Allô ? J'ai juste... Oui. Ici, au quart de tour, ils comprennent le danger. Mais ils ne font pas une analyse. Mais ils font « Ah ». Voilà. Ils sursautent à ce moment-là. Ils ont une réaction. On pourrait justement dire un petit mot parce que je pense que ça vous occupe beaucoup aujourd'hui, et puis pour ceux qui sont en poste en maternelle, sur l'idée que, avec cette image qui raconte, eh bien, l'album muet devient un déclencheur de parole. Est-ce qu'on pourrait... alors, je sais que, voilà, moi, j'avais vraiment envie que vous entendiez le point de vue d'un créateur qui vous parle de son art, de son expérience de l'histoire de l'art aussi, sa culture, ses sources d'inspiration, ses techniques. Donc là, on est du côté du producteur de l'œuvre, hein, et puis c'est vrai que vous allez travailler avec les récepteurs, les lecteurs, les enfants, les élèves. Mais ces albums, tels que nous, on les reçoit dans les écoles primaires, et notamment dans les écoles maternelles, sont des déclencheurs de parole. Et donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir de quelle façon la pensée, la liberté aussi, on pourrait dire, des élèves, des jeunes élèves se met en place avec vos livres? Oui, j'ai vu des professeurs faire des choses qui j'ai trouvé très intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont
prendre des photocopies de tout ce livre et faire 4 ou 5 groupes d'enfants, mais ça peut être des enfants de maternelle, hein, ou de CP, etc., et leur demander en groupe de reconstituer l'histoire. Et donc, pour les enfants, ça ne pose aucun problème. Ils sont capables de faire cette reconstitution, ils vont faire chacun la leur. Donc, quelquefois, un de mes albums comme ça peut commencer pour certains groupes d'enfants par ce qui est la fin pour moi. Et ils vont vous raconter la logique qu'ils vont donner. Alors, ce qu'il y a de très intéressant je trouve, et pour moi c'est toute ma recherche, donc ça correspond, quand je vois l'attitude de ces enfants, ça correspond à ma recherche à moi, c'est quel est le sens de l'image et quel est son rôle. Et donc, ce que je pense, c'est que, l'image, c'est une langue, et que, deuxièmement, cette langue de l'image, quand vous présentez des images à des personnes et que vous leur demandez de penser sur ces images, elles vont récupérer leur liberté de penser. Et les enfants vont récupérer entièrement leur liberté de penser et ils vont se mettre à parler. Ils vont se mettre à parler librement. D'ailleurs, pour les adultes, ça pourrait être exactement la même chose. Et je vais vous donner un exemple de travers que nous avons dans notre société, je trouve. C'est qu'un jour, je vais voir une exposition des papiers découpés de Matisse. Et c'était, je pense, au musée de Cluny, je crois. Et on descendait des marches dans une atmosphère très noire, avec des pans qui cachaient à moitié les dessins. Plus on descendait, plus on arrivait là où étaient les tableaux de papier découpés de Matisse exposés, qui étaient extrêmement lumineux. Donc il y avait un très gros contraste. Et pendant que je descendais, impressionné par cette scénographie, je m'aperçois qu'il y a comme des bourdons qui passent devant chaque tableau. Je ne comprenais pas très bien. C'était des êtres humains avec des espèces de casques. Je n'avais pas encore l'habitude de ça. Et je m'aperçois qu'ils avaient tous collé à l'oreille. Et à l'époque, il y avait une espèce de petite chose qui montait comme ça. Ils avaient collé à l'oreille un audio guide. Oui, qui leur parlait dans les oreilles. Et on voyait que c'était comme des bourdons parce qu'on les voyait avancer, reculer, ils allaient à droite, à gauche, il n'y avait pas de sens dans leur démarche. Et on sentait qu'ils étaient guidés par une voix intérieure qui leur disait ce qu'il fallait penser, où il fallait aller et ce qui se passait dans les tableaux qu'ils voyaient. J'ai eu un choc parce que il m'a semblé à ce moment-là que les gens acceptaient d'emblée de se mettre sous la coupe des experts, des gens qui savent, et qu'ils passaient à côté de quelque chose qui était très important, c'était leur bouleversement intérieur, personnel. Eux, ce qu'ils auraient pensé s'ils n'avaient pas été guidés, ce qu'ils auraient éprouvé devant ces peintures extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils font l'impasse à ce moment-là de leurs ressentis, de leurs émotions et donc de leurs pensées. Et on en revient toujours à cette idée, c'est que pour moi, laisser des gens seuls et silencieux devant des images silencieuses, c'est permettre la liberté de penser. C'est de permettre de récupérer sa liberté de penser. Parce que devant une image, on est obligé de l'interpréter, parce qu'elle a un cadrage, elle a une construction, et donc on est obligé de faire appel à soi, et non pas aux paroles que les autres vont vous dire. Donc pour moi, j'avoue, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est le contraire de ce qui se vit dans la vie ordinaire. Par exemple, si vous lisez un journal, vous avez toujours une légende sous une photo. Si vous regardez les télévisions, vous avez toujours des paroles. Vous avez toujours du texte qui va accompagner dans les tableaux. Vous allez toujours avoir une petite explication de texte. D'ailleurs, au musée du Louvre, il y a toujours des explications sur le mur. Et donc, tout le monde est là à lire. Et ensuite, on va regarder les tableaux en regardant d'abord la petite étiquette. Voilà. Et il n'y a pas
de contact direct avec des images sur lesquelles il n'y a rien. Et c'est ce silence qui manque, je trouve. Ce silence qui manque. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau quand on a constamment quelqu'un qui vous parle ou qui vous écrit sur des images? C'est que tout notre cerveau, plein d'émotions en fait, qui est là à boire comme une éponge toutes les émotions qui arrivent par les images, par les sons, et en particulier par les couleurs et par les constructions des images, eh bien, ce cerveau-là, il va absorber toutes ces émotions très fortement. Donc, vous êtes extrêmement fragilisé par votre cœur. Et à ce moment-là, il y a une voix qui arrive, ou un texte qui arrive, et qui s'insère dans votre cerveau pensant. À ce moment-là, tout ce qui va vous être dit, vous allez le croire, puisque votre cœur est ému. Alors que si vous prenez l'habitude de faire la différence entre l'image et le texte, c'est-à-dire que vous êtes capable d'analyser l'image, vous êtes capable d'analyser le texte, vous allez pouvoir analyser les deux choses et vous allez pouvoir voir, comme dans mon album Éléphant, là où il y a manipulation. Donc quand on est dans une fiction, on va voir un film d'aventure, un film d'amour, un film de science-fiction, le contrat est clair entre l'auteur de ce film et le spectateur. Le contrat est clair, c'est une fiction, je suis là pour me faire emballer par cette fiction. Donc pas de problème. Par contre, dès que ce sont des informations, à ce moment-là, on est comme des petits-enfants. On a perdu toute capacité à prendre de la distance. Et je pourrais dire que ça m'arrivait très souvent de voir des gens, par exemple, je me souviens, comme j'ai jamais eu la télévision chez moi, je la regarde quand je suis chez des gens. Je me souviens, une fois, ces personnes voulaient regarder avant le dîner les informations, donc on a vu les informations, et ce qui me frappait, c'était des gens qui étaient surdiplômés, et je voyais à quel point ils étaient pris par les images et les informations, et moi je voyais les images tourner en boucle. Et je ne comprenais pas comment ces gens qui étaient cultivés et intelligents pouvaient sortir ce que j'estimais être des âneries, parce qu'ils étaient perdus par cette image. Ils ne voyaient pas que l'image tournait en boucle. Je leur disais, mais regardez, on l'a déjà vu cette image. Et ils ne voyaient pas que ça tournait en boucle. Donc on peut vous créer un monde. Je vous rappelle, je crois que c'était en 2005 avec ce qu'on appelait les banlieues qui brûlent. On voyait en permanence sur les écrans de télévision des trucs en flammes tout le temps. Et donc vous aviez des coups de fil de gens de province ou des amis de l'étranger qui vous disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qu'on voit, c'est affreux. Mais c'était des images qui passaient en boucle. Voilà, alors pour moi, tout mon travail, depuis le début, puisque j'ai toujours travaillé dans la presse et que justement tout mon questionnement est venu du fait que je cherchais à comprendre ce qui se passait dans l'image par rapport aux informations, tout mon questionnement est d'en arriver à cette idée-là, c'est que si on n'a pas une connaissance de l'image, une connaissance de l'histoire de l'art, une connaissance des techniques de construction d'images, etc., on est sans force. On a fait des grandes écoles, on a un bac plus je sais pas combien, mais on est des enfants par rapport à l'image. On se fait emballer sans savoir ce qui se passe. Et on est aussi incapable de décrypter des images que mes petits-enfants qui ne savent plus si les arbres sont des loups, si les loups sont rouges, ou qu'est-ce qui se passe. Les mots se suivent, mais il n'y a pas de sens. Ils n'arrivent pas à décrypter la petite manipulation que je leur ai faite.
Mais c'est à un niveau évidemment différent puisque c'est au niveau des études. Et toute image est une manipulation. Toute image est d'abord un cadrage. C'est-à-dire qu'il y a le hors-cadre. Que vous preniez une photo, que vous dessiniez, il y a un hors-cadre. Et vous avez fait un cadrage. Par exemple, je vais vous donner un exemple de cadrage. Je pourrais vous faire, là, une photo avec... on va voir, par exemple, des corps qui vont être gris ou habillés dans des gris et des beiges, assez sombres. Et puis, vous voyez un poteau au milieu avec des mains accrochées, donc vous comprenez que vous êtes dans des transports en commun. Et puis, au fond, tout au fond, je fais un petit visage tout simple, un petit ovale pour un visage. Et puis, je vais mettre 2 yeux. Et à ce moment-là, je vous montre cette image. Et rien d'autre. Et ça peut être une photo que je fais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, chaque personne, quand elle va voir cette image, eh bien, elle va faire appel à elle-même, à ses souvenirs, à son état d'âme, à ses problèmes de l'instant. Tout d'un coup, elle va se dire, ça pourrait être mon fils que j'ai pas vu depuis 10 ans parce qu'on s'est disputé, qui est là-bas. Ou bien, au contraire, elle va se rappeler une histoire d'amour. Et elle va trouver que les yeux de la personne lui rappellent cette personne-là. Et puis, une autre personne va se raconter encore une autre histoire. Et donc, devant cette image-là, le spectateur, celui qui regarde, il va se l'approprier. Il va se raconter son histoire. Et ce qui se passe avec les albums qui ont du texte, c'est que, toutes les bibliothécaires me l'ont dit, c'est que devant une image comme ça, puis si vous mettez du texte à côté, tout le monde se précipite sur le texte. Parce que le texte rassure. Ce qui m'a extraordinairement étonné les premières fois que j'ai fait des albums sans texte, c'est que c'est la panique quand il n'y a pas de texte. Parce qu'il n'y a personne pour vous dire ce que c'est. Et donc, la conséquence, c'est que c'est difficile de vendre des albums sans texte. Pour revenir un petit peu à ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est, même si tout est transposable, un public d'élèves vraiment très, très jeunes et qui n'a pas encore justement appris à lire. D'après ce que vous venez de nous dire, il y a vraiment une dimension politique, vous l'avez entendu, philosophique de l'éducation, de l'entraînement, de l'apprentissage de la lecture de l'image, dans ce que vous nous avez dit, qui quasiment, en fait, reconnaître la manipulation, même quand elle est littéraire ou symbolique, comme vous l'avez montré avec les arbres rouges, les loups rouges dans Éléphant, et qui parfois peut être plus grave, donc s'entraîner à décrypter l'image. Et on a vu ce matin aussi, ce qui peut être intéressant dans cette idée de l'album sans texte, que s'entraîner, enfin faire lire des albums sans texte à des élèves leur permettait de se créer, en fait, de se raconter intérieurement des images mentales, en fait, de se faire une sorte de réservoir aussi propre d'images mentales qui pouvaient finalement projeter dans l'apprentissage de la lecture des textes qui va devenir extrêmement abstraite. Vous savez, ce passage de album, puis on commence à lire des petites histoires mais qui sont toujours accompagnées d'images, puis on passe au sans images du tout. Et certains élèves ont une difficulté à rentrer dans le texte pur parce qu'ils ne créent pas d'image mentale. Le texte pur, le texte sans image, ne crée pas d'image en eux. Et finalement, en discutant ce matin, on était arrivé aussi à cette idée de la vertu de l'album sans texte, d'entraîner finalement dans cette solitude de l'élève devant l'image sur laquelle aucun mot n'est plaqué, à créer par lui-même finalement une sorte d'histoire intérieure et qui est peut-être une forme au plan cognitif qu'il va pouvoir transposer après dans la lecture plus interprétative d'un texte écrit. Et donc je ne sais pas si vous faites par exemple, est-ce que vous faites un synopsis pour vous-même écrit? Est-ce que c'est au contraire, comme vous l'avez montré, des formes, voilà, quelque chose de très plastique? Il n'y a pas pour ma manière de faire, il n'y a pas de règle. En fait. Je vais utiliser un peu
toutes les règles d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas avoir de règles de travail. Je sais que j'ai un certain nombre de pages, puisque ça fait partie des règles. Un album a tant de pages, donc il faut rester dans ce cadre. Mais sinon, je n'ai pas de règles particulières. Mais en vous écoutant, Élodie, j'étais en train de me dire que avant que vienne notre société où tout le monde a accès aux livres pour enfants, aux livres d'images, les images existaient déjà. Par exemple, vous les aviez dans les églises, sur les vitraux, vous aviez des histoires qui étaient racontées sans parole. C'est-à-dire que vous aviez une histoire qui se racontait, et c'est intéressant de le prendre et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces images-là, sachant que les gens avaient des codes, parce qu'ils reconnaissaient tel ou tel saint ou tel personnage religieux. Et donc ils étaient capables, parce qu'on lisait de bas en haut, ils étaient capables de lire ces images-là. Donc ils avaient, eux, cette chance-là. Oui, je vous avais montré des images d'Épinal, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin une image d'Épinal avec celui qui sauve les petits-enfants coupés en morceaux dans leur Saint-Nicolas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, effectivement. Mais on peut aussi penser que les gens, autrefois, avaient des conteurs aussi. Et donc, les conteurs venaient s'installer, et tout leur art, c'était de compter, mais de faire surgir, effectivement, des images dans la tête des gens. Le problème, là, avec les enfants, c'est qu'ils ont tout en même temps. Ils ont le texte, l'image, le bruit, la musique, etc., etc. Et donc, le travail pour des éducateurs, ça pourrait être de dissocier tous ces outils. En fait, ça pourrait être très intéressant comme travail. Je me souviens d'un professeur qui avait fait un travail comme ça sur les séries avec ses petits sixièmes, pour qu'ils ne soient pas entraînés dans une histoire sans rien y comprendre. Il montrait, il m'avait raconté ça, une scène où on voyait une fille qui frappait à la porte ou un garçon qui frappait à la porte d'une fille. Donc la caméra est là, on voit le garçon, on voit la porte de la fille, et il frappe. La porte s'ouvre, on voit la fille, et il faisait remarquer aux enfants que l'image d'après, il avait fallu changer la caméra de place parce que tout d'un coup on voyait le garçon. Donc il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir refait toute une mise en scène pour qu'on voit de l'autre côté. Vous voyez ? Et je trouve que ça, c'est un travail extrêmement utile. On regarde comment sont construites les images. Parce qu'après, quand un enfant sait ça, il n'est plus du tout dans cette... je me souviens, j'étais dans une voiture avec des bibliothécaires. Il y avait les deux filles d'une des bibliothécaires qui étaient derrière, et on les entendait parler d'une série télé, et ils étaient en train de se poser les questions. Est-ce que tu crois qu'un tel va rencontrer un tel ou lui dire ceci? Moi, je pense qu'elle va dire ça, elle n'aurait pas dû dire... Bon, c'était des discussions psychologiques sur ce cas-là. Et à un moment, je leur ai dit, vous savez que à l'origine, c'est tout scénarisé. Il n'y a pas de... c'est déjà prévu. Elles m'ont répondu très gentiment, mais dans leur réponse, il y avait « on ne veut pas en entendre parler ». Nous, c'est ça qu'on veut vivre. Et c'était très bien. C'est de l'ordre de la psychologie, c'est aussi du commentaire de séries. Ça peut être très intéressant à faire aussi. Mais ce travail sur l'image, c'est-à-dire sur le fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne tout ça. Et donc, ça crée en fait plein de choses dans la tête des gens. Et moi, je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage parce qu'on n'est pas libre. Si on vous fait, si on vous installe un certain nombre d'idées dans la tête, vous ne savez même pas que vous les avez dans la tête. Elles sont installées chez vous. Où est votre choix? Où est votre autonomie? Vous ne savez même pas ce que vous pensez, en vrai, si vous étiez tout seul. C'est ça que je trouve. C'est pour ça que je trouve ça
important, et c'est tout l'objet de mon travail. C'est pas un travail pour vous convaincre d'ailleurs, c'est un travail de recherche pour moi, qui s'est traduit par le fait de faire des albums pour essayer de comprendre comment l'image fonctionne, pour essayer de comprendre ce rapport avec le texte, pour essayer de comprendre quels sont ces outils qu'utilise celui qui fait des images, et qu'est-ce qui se passe quand il y a du texte ou des paroles et des images en même temps. D'ailleurs, on peut tout à fait bien entendre votre raisonnement et en même temps être contraint, alors je dis nous, mais vous, dans vos classes, être contraint de l'adapter, puisque cette lecture individuelle, silencieuse face à l'album sans texte, elle est peu souvent possible à l'école. Alors, elle est possible dans des cas d'autonomie d'élèves qui peuvent, à un temps donné, s'emparer de livres seuls pour lire. Mais si vous vous emparez, vous, en tant qu'enseignant des albums créés par Sarah, vous allez souvent avoir un rapport collectif, enfin, de l'album à un groupe classe qui peut opérer les mêmes processus. Hein. Simplement, les élèves seront ensemble à regarder un objet unique, mais chacun à réagir. Mais c'est vrai que c'est une mise en place qui est différente de celle que vous avez, vous, imaginé par rapport à un lecteur unique. C'est vrai que nous, on est souvent, enfin vous êtes face à un groupe de lecteurs qui va regarder, avec toutes les problématiques que pose la taille vous en avez parlé, hein, la taille du livre par rapport à la lecture. Donc, j'ai une expérience de ce point de vue-là. Un jour, j'ai reçu sur Facebook un petit message d'un jeune homme me disant j'ai mis du temps à retrouver vos albums et j'ai fini par le retrouver, et donc je vous adresse ce petit mot parce que quand j'étais en maternelle, il y avait tel album que vous avez fait. Chaque fois que j'arrivais en classe le matin, j'allais l'ouvrir et je le lisais, et il n'y avait rien écrit dessus, et je regardais les images indéfiniment. Et il me dit, et maintenant je suis photographe. Et il signe votre enfant. Donc je pense que cet enfant avait quand il était petit, il avait la possibilité d'aller directement voir son livre. Seul. Et il regardait. Et j'en ai une autre histoire comme ça. C'est un jour, je suis invitée par la Cinémathèque à faire un atelier pour enfants. Et la Cinémathèque à Paris, c'est terriblement c'est pas du tout ce que veut la Cinémathèque, mais dans les faits, ce sont que des gens qui sont soit des artistes, des enfants d'artistes, des enfants de directeurs du patrimoine, d'administrateurs du Louvre, etc., qui amènent leurs enfants à la Cinémathèque. Et donc des enfants qui ont déjà une surculture par rapport à l'ensemble de la population, puisqu'ils baignent dans des gens qui ont une haute culture artistique finalement, ou des architectes ou des gens comme ça. Et je vois un enfant arriver avec, il avait 10 ans, il arrive avec un de mes albums qui s'appelle C'est mon papa. Et il arrive avec son livre comme ça, sa maman à côté. C'était elle qui avait un poste de directrice du parti patrimoine, je sais pas où. Et il était très timide, il n'osait pas me parler, donc sa maman lui dit vas-y, va voir Sarah. Donc il m'apporte ce livre et il me dit que il avait quitté mais quand il était en maternelle, il avait une telle passion pour ce livre, là encore noir et blanc et sans texte, que la directrice de la maternelle avait fini par lui donner. Elle lui avait donné en cadeau. Et lui venait là pour que je lui fasse une petite signature. Donc voilà, c'est pour montrer que même si nous, on n'y croit pas, en tout cas, pour certains enfants, ça marche. Effectivement. Il y a des rencontres d'enfants avec des albums, avec des images qui sont très importantes. Et moi, j'ai la même histoire pour moi. Je peux dire que des images dans ma vie ont été d'une importance énorme. J'ai même, mais plus tard, j'étais plus grande, j'avais 10-12 ans, je pense,
il y a mon parrain qui m'emmène dans une librairie en me disant choisis le livre que tu veux. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres pour enfants, enfin, il n'y avait pas des rayons enfants. Il y avait des livres pour enfants, mais c'était pas organisé de cette manière-là, c'était pas hyper, il n'y avait pas un marché, quoi. Et je feuillette beaucoup de livres, et à un moment, je tombe sur une image fabuleuse, une aquarelle, avec petit personnage, avec une salopette bleue, et des animaux, vraiment, c'était éblouissant comme couleur, et comme mystère, et des animaux qui buvaient dans une clairière qui était là. Et donc, je vais trouver mon parrain, je lui dis, je prends ce livre. Et pendant des années, j'ai regardé ces images. Je ne me suis pas intéressée ni au titre, ni à l'auteur, ni au texte. Ce livre, c'était mon livre d'images, alors qu'il y a beaucoup plus de texte que d'images. Jusqu'au moment où mon amoureux de l'époque, je lui montre, comme quand on est amoureux, on montre tout ce que vous aimez à celui que vous aimez, etc. Et lui ne s'intéressait absolument pas aux images, et donc il se met à lire le livre. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais acheté Le Lion de Joseph Kessel avec des illustrations d'une aquarelliste de l'époque. Oui, le texte était finalement déjà secondaire. Oui, ouais. Pas secondaire, oui, mais je pouvais lire des textes, mais très dissociés. Alors moi, j'ai encore beaucoup de questions, mais j'aimerais bien que vous preniez la parole si vous en avez, de ce qui est né, de ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore, si vous avez des questions aussi peut-être plus enfin d'ailleurs sur des réflexions. surtout, oui, des réflexions. Oui. Moi, j'ai simplement envie de dire que la donne sans texte est une véritable richesse dans les confrontations d'hypothèses, et que justement, par rapport à l'entreprendre du XXe siècle, il y a quand même une vérité qui est apportée par le texte, et que du coup, c'est quelque chose qui est particulièrement fort à travailler dans une classe, parce que les élèves, il n'y a pas une vérité. Je ne connaissais pas beaucoup vos œuvres, mais pour avoir travaillé par exemple sur les albums d'Antoine Guillaume, le noir, cette fin du noir, même quand on interroge Antoine Guillaume, il dit prenez la fin de vous voulez. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tout n'est pas tracé. Oui. Oui, c'est presque un travail, c'est ma marotte, hein, mais c'est presque un travail poétique en fait, ce travail de la polysémie de l'image. C'est aussi laisser la liberté au lecteur de choisir son sens. Alors, on ne peut pas vous montrer, mais je sais que vous avez fait un imagier. Est-ce que c'était un imagier pour tout petit ? Est-ce qu'il y avait parce que la question de vos livres, je sais que vous ne déterminez pas un âge, souvent, voilà, pour les destinataires de vos livres. Mais quand on pense imagier, on pense souvent premier âge. Est-ce que c'était le cas ? C'était une demande d'une maison d'édition Galerie, Lara Lapage, qui m'avait demandé de faire un imagier. Et donc, je l'ai fait. Donc, il y a une image à droite et à gauche, il y a une petite phrase. Je crois que c'est de vous ? Oui. De moi. Avec un mot, en fait. Voilà, c'était, ou une lettre, je ne sais plus. Non, c'était un mot, une image et une petite phrase. Je l'ai fait sans comprendre très bien quel était le but de cet éditeur qui me faisait une commande, en fait. Mais ça m'a amusé à faire, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ça ne me semblait pas hyper convaincant, malgré tout, parce que ça ne rentrait dans aucune... c'était pas un vrai imagier, ça pouvait être un exercice de style. C'était un exercice de style, ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai vu après, quand vous avez des petits-enfants qui viennent dans les salons, vous achetez vos livres, ben, j'ai vu que l'imagier, ça marche. Pas auprès de tout le monde, évidemment, mais
ouais, ça marche bien auprès d'enfants, mais qui lisaient. C'est pas des enfants qui ne regardaient que des images. Et est-ce que vous vous posez la question de l'âge des enfants qui vont prendre vos livres en main ou pas? Alors, non, je dirais que non, je ne m'occupe pas de savoir pour quel âge je travaille, parce que moi, je me suis toujours, avant d'avoir des enfants, je me suis toujours acheté des livres d'images. Donc ça pouvait être des images parce que c'était un catalogue de musée, ou c'était des images, un catalogue de vente aux enchères, ou parce que c'était des albums pour enfants. Donc quand j'ai eu des enfants, j'avais déjà des livres pour enfants, forcément, puisque il y avait des images, donc j'en avais acheté. Et donc j'ai jamais considéré, d'ailleurs dans ma famille c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, les images n'étaient pas spécialement les livres d'images n'étaient pas à un endroit spécial pour enfants. Les livres d'images étaient très importants, donc et les livres pour enfants étaient très importants, donc ils étaient dans la bibliothèque. Ils étaient à côté de livres qui pouvaient être, qu'on n'avait pas le droit de lire. Mais on obéissait, en fait, parce que c'était pas, ça nous semblait, parce qu'on avait la liberté de prendre ce qu'on voulait dans la bibliothèque. Mais on savait qu'il y avait des livres qui n'étaient pas pour notre âge. Donc on ne les prenait pas. Voilà. Et du coup, l'idée que des images c'est fait pour les enfants, ça c'est quelque chose qui m'est étranger. Après, le fait de faire des livres et de savoir que les éditeurs ont une demande pour les enfants, certainement ça m'a orientée d'une certaine manière. C'est-à-dire que je fais des livres comme celui-ci qui sont... Alors peut-être il y a des gens qui vont se dire c'est pas pour les enfants. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et là aussi j'ai une anecdote amusante. C'est une de mes amies qui avait des copines qui étaient profs de primaire et elle voit ce livre chez ma copine et elles prennent ce livre en disant franchement c'est ridicule de faire des livres comme ça pour les enfants. Donc ma copine dit bon, etc. Et pendant ce temps-là, il y a le petit garçon de la famille qui prend le livre, ou d'une des femmes, qui prend le livre et qui l'emmène dans sa chambre. Et il revient, ces dames étaient en train de prendre le thé, donc il revient au bout d'une heure et demie et il montre à sa maman ce qu'il avait fait. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait redessiné tout ce livre qui... En tant que petit garçon, parce que je sais que j'ai des livres qui me plaisent plus aux petits garçons et d'autres me plaisent aux petites filles, il avait repris ce livre où il y a des bagarres, où il y a des histoires de camps, il y a des fusils, il y a des choses comme ça, et il avait mis des pages qu'il estimait manquer dans l'histoire, dans son histoire à lui, et à d'autres moments il répétait mon histoire, mon dessin, et puis il recréait les pages qui manquaient de son histoire là, et il racontait sa propre histoire. Donc voilà à quoi sert un album sans texte, quoi. C'est un support pour... Et ce que vous nous dites, c'est que l'adulte parfois n'est pas du tout capable de reconnaître la valeur de l'album sans texte. C'est impressionnant, ça fait 2 anecdotes. Ce matin, vous nous avez raconté une autre. Oui. Voilà, sur... Bon, après, ce sont des gens qui ne prennent pas le temps aussi de se pencher sur le livre, mais c'était quelqu'un dans un salon qui avait feuilleté le livre et qui avait dit « il n'y a rien dedans ». Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a rien, parce qu'il n'y avait que des images. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est parce qu'il manque d'une éducation à l'image que moi, j'ai eu petite fille. En fait, j'ai fait un atelier avec des collégiens de Pantin sur la création de poissons imaginaires. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait une conférence à la faculté de médecine sur la manière dont s'y prenaient les personnes, les scientifiques anciens, pour faire des planches anatomiques, j'y suis allée en m'intéressant à ça, en me disant ça va me servir pour mon atelier avec les enfants. Et en fait, ce que j'ai trouvé absolument passionnant, parce que un dessin anatomique, hein, vous allez
regardez un dessin anatomique, vous pensez que le scientifique, il a copié exactement ce qu'il a vu. Hein. Eh bien, non. Le scientifique a parfaitement conscience que quand il fait son dessin scientifique, c'est qu'il a un objectif. Il s'en fiche de dessiner, il va dessiner exactement. Mais ce qu'il va mettre en avant, alors que même vous ne le voyez pas, c'est un mécanisme. Comment le duodénum, je ne sais pas, est relié à je ne sais pas quoi, etc. Il va vous montrer, vous voyez un muscle du bras sans la peau, un écorché, vous allez vous dire c'est un écorché, etc. Vous allez vous dire ça comme ça, ben, pas du tout. Pour le scientifique, son dessin a un sens précis. Il va faire très attention. C'est une démonstration en fait son dessin. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et du coup j'ai utilisé ça pour travailler avec ces collégiens parce que on a créé un sens. Ça nous a permis de créer un sens à notre poisson et de le dessiner en fonction du sens qu'on lui avait donné, en fonction de son évolution. On les a emmenés au muséum d'histoire naturelle, on a eu des conférences, on a eu plein de choses, et ça nous a permis, et j'ai trouvé que c'était passionnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin sans sens. Par contre, vous pouvez avoir un sens plat, ou vous pouvez avoir un sens hautement scientifique, comme ces dessinateurs qui maintenant le font sur ordinateur, mais qui avant dessinaient leur foie, leur pancréas, etc. Toujours dans un but. C'est ça qui est passionnant. Donc un dessin qui ne serait qu'une illustration, qui ne sert à rien, c'est un dessin raté en fait. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous signaler pour finir, parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de l'évoquer, je sais que ce sont des livres que vous aimez et qui vous sont aussi précieux pour vos cours. Sarah a créé des images pour Blanche-Neige et pour La Barbe Bleue, ainsi que pour les Métamorphoses d'Ovide. Et vous pourrez aller voir, si vous trouvez ces livres, vous verrez de quelle façon l'image, justement, va permettre de réorienter la lecture du texte qu'on croyait connu, su, assuré et interprété à l'envi depuis des siècles. Et donc, vous verrez comment des choix illustratifs et esthétiques peuvent permettre de relire d'une autre façon, éventuellement, des textes patrimoniaux, des textes très anciens. Je vous signale aussi que Sarah a un site internet si vous voulez aller voir l'intégralité de sa bibliographie. Et vous pouvez également, elle l'a évoqué un moment, aller voir le site de la galerie à la page, qui est une galerie L'Art à la page, voilà, qu'il a explosé à plusieurs reprises, ainsi que d'autres artistes. C'est un site absolument magnifique et vous verrez le travail d'artistes, cette fois-ci donc avec des plus grands formats et en parenté, mais un peu distincts de Sarah. Merci beaucoup Sarah pour ce partage et puis merci à vous pour votre attention. Bonne suite de journée. Au revoir.